Aujourd'hui, dans le canapé des coulisses, je reçois Romuald. Salut. Bienvenue. Et du coup, pour démarrer, Romuald, je voulais te demander, quand tu te présentes dans le milieu de l'impro, comment tu te présentes? Est-ce que si tu veux le faire en chantant ou en rimant ou de la manière que tu veux? Oh non, juste en parlant, ça me va très bien. Chanter, c'est pas trop mon truc. Je suis Romuald, je suis le gérant de l'Improvibar. Donc un bar spectacle qui est dédié à l'improvisation théâtrale, le premier du genre en France. Il y a d'autres lieux d'impro théâtrale, mais le premier qui soit sous cette formule-là. Je suis également comédien dans plusieurs troupes d'improvisation. Je suis également producteur de spectacles. Je crée une dizaine de spectacles par an. Quelques-uns qui marchent et une bonne quantité qu'on jette à la poubelle. Et je suis également régisseur. Donc multi-casquette dans le monde de l'impro. Énorme. Et comment t'as commencé toi l'impro? C'était quoi tes premiers pas, les premières, les prémices de l'impro pour Romuald? Alors, prémices d'impro pour Romuald, c'est Richard Pinault, que pas mal de vieux de la vieille de l'impro connaissent. Richard Pinault, c'est quelqu'un qui a monté une association qui s'appelle Les Improvisades, qui organise un tournoi, qui fait plein de choses, mais entre autres organise un tournoi entre des troupes d'impro issues d'écoles d'ingénieurs commerce et d'entreprises. Voilà, donc beaucoup de personnes qui ont commencé étudiants sont passées un peu par cette association-là, moi y compris. Donc j'ai commencé quand j'étais en école d'ingénieur à Télécom Sud Paris. Et petit à petit, j'ai évolué dans cette association-là. J'ai fait des arbitrages et j'ai commencé à mettre en place des spectacles dans ce cadre-là. C'était que des matchs C'est que du match. Alors le tournoi, c'est que du match. Par contre, il y a régulièrement des gens qui sont issus de ce tournoi qui se regroupent pour monter des concepts, et l'association elle-même emmène des fois des étudiants pour monter des concepts, parfois même à l'étranger. J'ai joué avec cette association-là jusqu'en Ukraine. Mais non. C'était pas récemment, je pense. Alors c'était juste à cheval entre la révolution de Maïdan et le début de la guerre dans l'est de l'Ukraine. Mais attends, du coup, quand vous êtes allé, vous jouiez en anglais ou On jouait en français, mais c'était des... Pour les expats, en fait, là-bas? Non, pour les étudiants en langue française. Et puis, il y a forcément dans le public toujours des gens qui parlaient pas français, donc on essayait de pousser un peu plus le mime ou les émotions, ce genre de choses. Mais encore en Ukraine, ça allait parce qu'on était avec des étudiants francophones. On a joué une fois en Hongrie où le public, c'était les habitants de la ville de Dunavolfar. De Dunavolfar. La ville du pont sur le Danube, un truc comme ça. Je crois que c'est ce que ça veut dire. Dans cette ville, globalement, les habitants ne parlaient pas français ni anglais. Ils parlaient hongrois. Et du coup, t'as fait une heure de muette On a fait une heure de... C'est pas muet, c'est tu utilises le français, mais comme tu ferais du gromelot. C'est-à-dire que tu utilises quand même le français pour t'exprimer, mais tu fais plus attention à ce que tu dégages en termes d'émotion, de son et tout ça, que vraiment au sens du texte. Tu pousses un peu plus ce mime, mais tu utilises les mots quand même, ça te permet de renforcer un peu ton émotion. Okay. Tu fais pas des trucs, par exemple, de dire je suis en colère de manière très calme en restant figé, tu t'exprimes la colère. Oui, non, mais c'est ça. Et si tu utilises le mot colère, c'est vraiment, typiquement, c'est je suis en colère, tu vois, tu t'essayes de marquer le truc. T'es cohérent et puis bien sûr, tu es sur de short form, donc des impros très courtes, avec des histoires très simples. Okay. Mais c'est intéressant à faire. Voilà, donc cette association-là, et globalement, ça a duré à peu près 13 ou 14 ans, pendant lequel je ne faisais que du match ou du cabaret à la cool, avec des amis comme ça, sans vraiment forcément énormément bosser l'impro d'ailleurs. Plusieurs potes de cet asso que tu as continué après l'école d'ingé, quoi. C'est ça, et puis j'ai commencé à squatter des spectacles parce que je me suis fait des amis qui faisaient des spectacles, ils m'invitaient en guest, et un peu comme une sorte de prostituée de l'impro, tu vois, il te manque une personne, ok, j'arrive. Mais c'est une période où je travaillais assez peu mon impro, donc en termes de niveau, j'étais pas hallucinant, mais qui m'a beaucoup servi parce que j'ai beaucoup développé cette capacité d'adaptation. Aujourd'hui, tu me fais rentrer dans un concept n'importe lequel en claquant des doigts, j'ai l'habitude, quoi. D'accord. Je peux le découvrir 5 minutes avant, il n'y a pas de souci. Truc sur lequel depuis quelques années j'ai poussé à l'extrême avec justement l'influence de Flavien qui m'a beaucoup influencé pour aller là-dedans, et c'est presque des cartes blanches là tous les mois. C'est presque devenu une habitude, quoi.
Donc presque pendant 15 ans comme ça. Et ma 15e année d'impro, en fait, je suis rentré chez Klaxon. La première troupe que j'ai fait sérieusement. Ok. Enfin, sérieusement, dans le sens... c'est pas péjoratif par rapport à ce que j'ai fait avant. C'est plus ponctuel, c'est vraiment... C'est plus... là, maintenant, je veux bosser avec une équipe et avancer et vraiment progresser plus que... Entre guillemets, moins m'amuser, plus progresser, entre guillemets. Troupe que j'ai tenu 1 an avant de quitter, mais parce que j'ai monté l'improvibar et que forcément, monter quelque chose comme ça m'a pris un temps fou. Tu m'étonnes, t'étais tout seul sur le projet. Ouais, c'est ça. J'ai eu beaucoup de coups de main, mais vraiment à porter le projet, j'étais tout seul, quoi. Et on m'a dit, alors je sais plus, je ne pourrais même pas te citer ma source, que t'étais sur la fin d'un taf en banque et que la dernière année ou les 2 dernières années, t'étais que sur le projet de l'improvibar dans ta transition, quoi. Ouais, alors c'est ce que raconte la mythologie autour de la c'est pas tout à fait faux. Là, il y a un peu de mythologie, il y a un peu d'exagération comme souvent dans ce genre de cas. Mais effectivement, je travaillais en banque et j'ai eu beaucoup de mal à avoir ma rupture conventionnelle. Parce que grosse boîte, des 4 fers, ce genre de choses. Et j'ai lancé le projet quand même. Okay. Et donc j'ai géré les deux un peu en même temps. En plus de ça, du côté de la banque, ça posait pas mal de soucis, ce qui fait que je prenais aussi mes licences. Et effectivement, il y a eu un temps pendant lequel j'étais quasiment en train de plus faire le bar que de mon travail en banque. Chose qui n'a pas duré, mais effectivement, il y a eu une période de transition comme ça. Ouais, et comment t'as trouvé, t'as cherché un lieu ou c'est quelqu'un qui t'a recommandé ou t'es tombé dessus par hasard? Non, j'ai découvert. Okay. C'est vraiment ça. C'était, j'ai jamais bossé dans un bar. Je savais pas trop. Ce que je savais, c'est que je voulais créer un lieu pour les amateurs. Ouais. Et que la formule rentable pour faire ça, c'était un bar spectacle. Donc, je suis parti de là. Et puis, ce qui était très drôle, c'est que autant j'étais très très intégré dans le réseau des improvisades, donc tous ceux qui étaient très actifs dedans, autant en dehors, je connaissais personne. Il y a vraiment toute une partie de la communauté d'impro que j'ai découvert parce que j'ai monté le projet de bar. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que je suis vraiment parti sur un coup de tête en mode je vais y arriver. Alors que j'avais pas le réseau qu'il fallait, j'avais pas la connaissance dans le bar. T'avais jamais géré de lieu? J'avais jamais géré de lieu. Alors j'avais géré des associations étudiantes artistiques, donc j'avais quand même quelques bases, mais c'est quand même pas la même chose. Et j'y suis allé en mode on verra bien. J'ai fait un Ulule en financement participatif qui n'a pas marché. Ah. J'ai pas réussi à atteindre, mais je suis pas grave, j'ai pris tous les contacts des gens qui étaient sur Ulule, j'en envoyé un message personnel en mode si tu veux quand même me soutenir, vas-y, j'ai pas abandonné l'idée. Et il y a une bonne partie de ces gens-là qui sont restés. Génial. Donc, et après, vraiment par bout de ficelle, j'ai réussi tant bien de mal d'avoir les financements. J'ai trouvé un lieu qui était une pizzeria, mais qui avait la bonne configuration à Paris. C'est ça, du coup, c'est une pizzeria? C'était une pizzeria, ouais. Okay. Oui, parce que je trouvais pas de lieu qui convenait et qui soit dans mes moyens. Et puis finalement, c'est parti de là, quoi. Et tu t'es dit, bon, pizzeria impro, non, ça va plutôt être bar impro, plutôt. Ouais, j'avais déjà de base, j'avais pas géré un restaurant. Moi et la cuisine, ça va pas ensemble. Apprendre à faire les pizzas, plus se programmer, plus créer un lieu. Faire chauffer du Mont d'Or, ça va. Ça, c'est dans mes compétences, mais faut pas aller plus loin. Non, donc c'était déjà l'objectif d'en faire un bar. Mais en fait, la pizzeria avait une licence 4. C'est pour ça que... Ah oui, en rachetant En rachetant la pizzeria, j'ai racheté la licence 4. J'ai racheté aussi un certain nombre de matériel. Tout le matériel de plonge, ce genre de choses qui sert encore aujourd'hui. Machine à glaçons. Bon, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont en commun entre un bar et une pizzeria, quoi. Donc, Mais attends, mais en rachetant le lieu, comme c'est pas, même si c'est pas la même société, du coup c'est ta société, mais tu gardes la licence 4 quand même? Parce en fait, elle n'est pas attachée à la société, elle est attachée au lieu. C'est qu'en commerce, tu peux acheter le bâtiment, mais ça, il faut avoir les moyens à Paris. Donc ça, pas mon cas, je reste locataire. Et ensuite, tu peux acheter au choix soit un droit au bail, c'était en gros le droit d'être là, soit un fonds de commerce. Sauf qu'à Paris, les droits au bail se vendent assez rarement, tout simplement parce qu'un fonds de commerce se vend beaucoup plus cher. Le principe, c'est si tu achètes un fonds de commerce, en théorie, c'est que tu achètes le commerce tel qu'il est, et donc tu as tout ce qui permet de le faire fonctionner. C'est le principe théorique, c'est je rachète une pizzeria avec une licence 4, veut dire qu'ils doivent me filer tout ce qui me permet de continuer à faire des pizzas et de continuer à utiliser la licence 4, et même les contrats des salariés en cours. Enfin, c'est vraiment comme si je rachetais le truc tel quel et que je continuais.
Après, tu négocies. Effectivement, moi, ça ne m'arrangeait pas d'avoir des pizzaiolos dans mon équipe, donc j'ai fait en sorte qu'ils en fassent pas partie. Enfin, il y a des choses qu'ils ont voulu récupérer que je leur ai laissées. Enfin, il y a une part de négociation en marge de manœuvre, mais l'idée, c'est que en théorie, tu rachètes le truc tel quel pour pouvoir continuer à le faire fonctionner. La théorie étant que justement, si tu veux faire une pizzeria, tu rachètes la pizzeria. Si tu veux faire autre chose, tu rachètes que le drop-by et tu reconstruis tout. Sauf qu'à Paris, assez souvent, tu rachètes ce que tu peux acheter, et là c'était le fonds de commerce, et puis tant pis, tu perds des sous à acheter des choses qui te servent à rien, comme une clientèle d'une pizzeria. Ouais, super. Mais voilà, ça fait partie du truc, t'as pas le choix, tu fais avec. Et du coup, alors, post-Ulule qui a capoté, mais que t'as récupéré les fonds, ça a pris combien de temps, genre les travaux, tout ça, avant de programmer la première? Alors déjà, il y a eu 1 an avant de pouvoir acheter le lieu, parce que les banques ne donnent pas si facilement. Et quand tu parles d'impro aux banques, je pense que ça leur parle pas beaucoup non pas plus. Des masses. Et l'un des trucs que voulaient les banques, c'était que j'ai un soutien d'un réseau un peu plus fort. Il y a une personne qui est venue en homme providentiel, et je le remercie encore à cette époque-là, c'est Mark Jane, que je ne connaissais pas. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et il a monté un spectacle de soutien à l'Improvibar, enfin Improvibar en construction, et ça m'a ouvert évidemment un gros réseau. Un spectacle de masque qu'il a monté avec un ami américain, si je me souviens bien. Et ça, c'était en quelle année ça c'était en 2017-2018. Ok, lorsque tu commençais à avoir le lieu et que là tu cherchais à faire tourner. Donc le lieu il a ouvert en... J'ai eu les locaux en juillet 2018, le lieu a ouvert en septembre 2018. C'était beaucoup plus vieux que ça, moi. Ah non. Ah, c'était juste avant... ok, d'accord. Juste avant le Covid, quoi. Juste avant le Covid. C'est ça, le bar a eu toute la chance du monde. Non, mais c'est pire que ça. D'abord, il y a eu les gilets jaunes. J'ai ouvert donc septembre 2018. En décembre, il y avait des grèves SNCF assez importantes qui touchaient même le métro. Donc déjà, j'avais à peine 3 mois que j'avais déjà du mal à faire venir mes clients. Et juste derrière, en fait, on a eu les grosses manifestations gilets jaunes, celles qui dérivaient jusqu'à des incendies, des choses comme ça. Et ça se passait notamment à République, qui est à 2 pas, rue du Renard, qui est juste à côté. Je me souviens d'un dimanche complètement what the fuck où les gens n'osaient plus sortir du bar de peur de se retrouver dans les manifs. Wow. Ceci dit, ce dimanche-là, on a fait un très bon chiffre d'affaires. Les gens restaient. Refait des manifs. C'est ça. Alors, ils venaient plus le lendemain et le week-end d'après, mais ce dimanche-là, il y avait du monde. Ils consommaient comme si c'était le dernier jour avant la fin du monde, quoi. Mais c'est vrai que c'était... le bar avait moins d'1 an et j'étais déjà à des trucs du type, je me mettais à la porte pour surveiller que tout allait bien et tout ça. Enfin, t'étais dans un niveau de peur que la manif qui passait juste à côté dégénère et vienne brûler ou tabasser 3-4 pété les vitres ou des trucs vandalisés. En fait, ils sont jamais passés dans la rue. Okay. On les a entendus dans toutes les rues à côté. Il y a eu un scooter au bout de la rue qui a brûlé. Okay. Mais c'est jamais passé dans la rue. L'avantage d'être dans une petite rue un peu discrète. Il y avait une aura de protection autour de l'Improvibar en pleine naissance. Et donc on est sorti de ça pour rentrer dans le Covid, effectivement. C'est bien préparé, on s'était bien chauffé. Covid qui en plus était très bien géré au début, c'est-à-dire que je sais plus si ça devait être un 8 mars ou quelque chose comme ça, où on avait un festival spécial, une sorte de mini-festival d'impro qui était ce jour-là. J'apprends à 22h qu'il va falloir que j'arrête mon festival à minuit parce que il va falloir que tous les bars ferment dans 2 heures. Puis c'est surtout, tu le sentais pas venir parce que on savait qu'on risquait des restrictions. De là à dire une fermeture complète du jour au lendemain, c'était pas anticipé. Et puis t'as tes stocks que t'as fait pour rien, t'as tout ce que t'as organisé qu'il faut annuler, t'as tout à déplacer, t'as tes salariés qu'il faut gérer, enfin tout du jour au lendemain comme ça. Et t'avais assez de trésor pour tenir jusqu'à avoir les subventions, enfin les aides de l'État et tout. Ouais. Il y a eu un temps à peu près d'1 mois, 1 mois et demi pendant lequel il n'y avait pas d'aide du tout. À partir du moment où des aides ont été décidées, ça a été assez vite. Okay. Sauf que sur le premier confinement, les aides étaient assez ridicules. Et c'est vrai que c'était une période qui était très compliquée parce que tu voyais la trésorerie tomber, que tu savais pas trop si t'allais repartir, et ce genre de choses. Le deuxième confinement était beaucoup plus serein pour moi parce que déjà les aides étaient 10 fois plus grosses. Elles étaient effectivement adaptées au chiffre d'affaires. Et puis en plus, on commençait à avoir l'habitude, donc j'arrivais à avoir une... On était rodés là. Non, puis j'arrivais à avoir une vision de combien de temps ça risquait de durer, de comment... Enfin, les 2 confinements, j'ai la chance d'aller passer chez mes parents.
d'avoir de l'espace. L'idée, c'est faut laisser fermer. Et après, par contre, c'est bon pour te taper du ménage, des travaux, du changement de matériel et tout ça, parce que ça a pris la poussière. Mais à part si, j'avais un employé qui était pas loin, qu'une fois de temps en temps, ça lui faisait une sortie, il venait ouvrir, aérer un peu et repartait. Mais non, t'avais vraiment, autant le premier confinement, j'ai vraiment passé tous mes jours à stresser, à pas être bien, j'appelais les gens en longueur de temps, j'avais besoin de respect et tout ça. Autant le deuxième confinement, quand il est arrivé, j'ai fait ok, où est-ce que je vais me prendre des vacances? Enfin, c'était. Il y a des périodes où je pouvais pas bouger, mais donc j'étais chez mes parents, j'allais courir, c'est tout. Mais à partir du moment où on pouvait aller jusqu'à un certain nombre de kilomètres, moi je suis parti en randonnée dans les environs de chez mes parents, ce genre de choses, tu vois. Ouais. J'étais complètement serein, en mode bon, on attend que ça se passe. Forcément, t'as la trésorerie qui prend quand même un coup, mais comme elle en prend un plus léger et que tu sais que ça va pas durer, t'es pas dans le même esprit que le premier où c'est tous les mois tu la vois. Perdre énormément et en plus de ça tu sais pas combien de temps ça va durer. Ouais. Tu sais pas si tu vas finir. Une petite retraite, le temps après d'être prêt pour la reprise. Puis surtout t'as le truc qui est comme je sais, tu vas à Paris, souvent t'achètes les fonds de commerce même si c'est pas ce que tu veux plutôt que d'acheter les droits de bail. Là mon fonds de commerce il valait plus grand chose quoi. Parce que va vendre une clientèle que t'as plus depuis un an quoi. Pas ouf. Ouais. Parce que toi, la rémunération, les revenus, c'est purement le bar, parce que tu prends rien sur les dons qu'il y a au chapeau à la fin des spectacles. Et c'est ça qui est dingue, quand même, d'avoir un lieu comme ça où t'as tout qui est c'est juste en don libre à la fin des spectacles, quoi. C'est vraiment super chouette, quoi. Ouais, et après, c'est. Il y a souvent ce gros débat de savoir aussi si c'est pas faire du mal au spectacle payant. Pourquoi j'irais voir de l'impro payante si je peux avoir la même qualité en gratuit? Il y a un peu de vrai et beaucoup de faux là-dedans. Et d'ailleurs, ce un peu de vrai, c'est ce qui a fait que la législation est particulièrement dure sur les établissements de mon type. Pour pas dire on est toujours obligé d'être à la limite de la légalité sur notre fonctionnement. Typiquement, le chapeau, quelque chose qui est très limite en termes de légalité. Parce que justement, les salles de concert et spectacles ont souvent voulu brider ce côté des spectacles gratuits parce qu'ils voient ça comme une concurrence. En fait, il y a un peu de vrai parce que oui, il y a des comportements de ce genre-là. Mais c'est la marge. Ça fait plus de bien pour faire découvrir et que les gens ensuite aillent à des spectacles payants, même ailleurs, pour un pro global. C'est là où il y a beaucoup de fausses, c'est que combien de choses ont commencé à l'improvibar pour aller ailleurs et c'est comme ça qu'ils ont fait leur base de public. Combien de comédiens ou comédiennes qui étaient absolument connus de personne se sont devenus connus grâce à l'improvibar et pourtant le bar n'a que 4 ans. Voilà, je vais pas en citer, mais j'en ai en tête une bonne dizaine qui étaient complètement inconnus du grand public et qui maintenant ont leur nom qui évoque quelque chose. Et puis les gens, le spectacle n'est pas gratuit, il y a le chapeau. Alors certes, le chapeau n'est pas toujours bien fourni, parce que pareil, on tombe sur des gens qui ils viennent pour voir un spectacle gratuit, ils ne vont pas forcément être derrière. Mais d'une part, c'est de moins en moins vrai. Il y a une vraie évolution des mentalités. Je pense les gens ils commencent ils se préparent, ils savent à l'avance que c'est bon chapeau, que bon c'est pas... C'est là, je pense qu'il y a un moment où à force de leur demander le chapeau à la fin de tous les spectacles, petit à petit ça switch, et une évolution de mentalité. Et puis il faut pas oublier qu'il y a un public qui n'avait pas les moyens tout simplement d'aller voir un spectacle et que c'est leur seul moyen qu'ils ont d'aller le voir. Donc c'est pas ils vont parce que c'est gratuit, ils iraient pas si c'est payant. Oui, non, c'est vrai, mais en même temps ils ne seraient pas allés non plus, c'est pas parce qu'il y a autre chose de gratuit. Voilà, le Covid a brouillé pas mal les cartes, mais j'ai pas une fréquentation, moi, qui soit si différente des fréquentations qu'on a sur les spectacles d'impro en théâtre. Okay. C'est-à-dire que quand c'est compliqué pour les théâtres, genre la sortie du Covid et la fin de l'année précédente, le temps que le dynamisme revient, c'est compliqué à l'improvibar tout pareil. Il n'y a pas un effet vase communicant, quoi. C'est pas ça cartonne à l'improvibar et du coup les théâtres galèrent, ou l'inverse, voilà, il y a globalement plus de public au spectacle d'impro, globalement moins de public au spectacle d'impro, quoi. Et sans lieu comme l'improvibar, les spectacles d'impro vont vite être fermés sur les quelques troupes qui arrivent à tourner parce qu'elles ont installé déjà leur base, et toute nouvelle personne qui voudra rentrer dans ce milieu-là n'y arrivera pas, quoi. Je suis loin d'être le premier à avoir inventé le concept de tu commences au chapeau, quoi. Ouais. C'est juste que j'ai rassemblé les gens qui cherchent à commencer au chapeau dans le monde de l'impro. Et le simple fait que les pros qui du coup ont leur spectacle payant ailleurs viennent aussi tester, expérimenter les choses à l'improvibar, ça montre bien qu'ils ont eux-mêmes la notion. Il faut tester, il faut expérimenter. Comme dans le stand-up à côté, t'as des gens qui ont leur spectacle, des artistes qui ont des spectacles hyper rodés, pour tester leurs blagues, ils vont dans des petits, le point virgule, tout ça. Ouais, là c'est clairement ça. Mais par exemple, tu prends du Guillaume Nardot.
Et il a un spectacle qui s'appelle Fais pas ton histoire, qui est à l'Improvibar, une sorte de cabaret-jeu, donc le public leur donne des anecdotes et puis ils doivent tirer la couverture à eux, c'est-à-dire emmener leurs partenaires vers leurs anecdotes de force. Okay. Et les autres ne connaissent pas l'anecdote et en fait l'idée c'est de les emmener dans ton univers par coup de mini-impro qui jonglent les unes aux autres pour l'emmener petit à petit sur l'impro qui correspond à l'histoire que le public a voulu. Et donc ils gagnent des points s'ils y arrivent, quoi. Okay. Donc on est vraiment sur une ambiance très détendue, très cool. Guillaume Narnou il a ce spectacle-là il cartonne. C'est toujours une salle pleine ou quoi que ce soit. Il a tellement d'énergie, il fait les doublages des Cassos aussi, il fait 1 milliard de trucs à côté, je le voyais aussi à la Coupe Paris Impro, il a une pêche mais de malade ce mec. Après il n'est pas tout seul dans ce truc-là, il est avec d'autres qui sont d'excellents niveaux aussi, qui sont hallucinants, je citais lui parce que c'est le plus connu. Et en fait, un soir justement je leur ai demandé, mais c'est marrant, votre spectacle il cartonne toujours, pourquoi vous ne l'emmènerez pas au théâtre ? Et leur réponse a été non, ça c'est notre spectacle à la cool, sans pression, et on n'a surtout pas envie qu'il vienne au théâtre. C'est celui où on lâche un peu plus, quoi. Et tu vois, c'est un exemple. C'est vraiment, tu as un intérêt aussi pour les professionnels d'aller faire des conditions autres. D'avoir d'autres lieux où ils peuvent faire de l'impro où c'est pas. Ça n'a pas la même attente public. Le public, si jamais tu te foires et que c'est mauvais, le public il a payé une bière, quoi. Ouais. Et puis ça permet aussi de monter des spectacles un peu à l'arrache parce qu'un théâtre tu le démarches pas pour dire j'ai un spectacle vaguement en tête, je suis pas trop sûr, j'ai envie de le tester, ça te dit quelque chose, le théâtre il va te dire ton spectacle on en reparle après, ton équipe et quand t'as répété alors que moi globalement c'est si je pense que c'est peut-être à l'arrache, mais que ta démarche est sérieuse, ou ton niveau est sérieux. Que tu as déjà vu sur scène, que tu sais qu'il ou elle sait organiser un spectacle. Voilà, on parlait des cartes blanches de Flavien. Il faut avoir confiance en Flavien quand tu sais comment il travaille. Mais typiquement, moi je sais que Flavien, quoi qu'il monte, ça va donner un résultat où ça va marcher. Ouais. Tu sais pas pourquoi, mais ça va marcher. Alors que clairement, il a une démarche où quand il te présente le truc, c'est souvent l'air d'être à moitié à l'arrache, quand il n'arrive pas carrément lui-même à l'arrache. Et donc tu as un côté où... Bonjour Fabien. il s'en prend des coups. Mais tu as un côté où aucun théâtre lui ferait confiance sur un truc comme ça. Donc c'est aussi ce genre de lieu, pour moi, ça a cette importance-là. Ce côté, vraiment, on peut expérimenter, on peut tester des trucs. Récemment, on a eu le spectacle d'Halloween fait par les 4 saisons. Les mecs ils ont joué avec du faux sang, alors les mecs j'étais un peu dedans, mais il y avait du faux sang, il y avait des armes rétractables, il y avait il y avait toute une ambiance un peu pesante. Pour l'occasion on a remplacé les lumières de service des escaliers par des lumières qui étaient contrôlées par la régie pour pouvoir faire des effets. Enfin, il y a des choses où on a pu aller loin, mais c'est un peu la spécialité 4 saisons que d'essayer d'aller un petit peu plus loin avec le lieu. Pareil, c'est des choses qu'un endroit comme l'Improvibar permet de faire parce que justement tu as cette souplesse-là. Va dans un théâtre, changer un peu les branchements. Bon, on va rajouter 2-3 câbles pour le couloir. Non. Moi je fais tourner un spectacle en tournée. Quand on emmène dans les théâtres, on aimerait bien venir avec notre régisseuse parce qu'elle nous connaît bien et elle sait exactement quoi faire le truc. Rien que ça, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que dans les théâtres, ils disent on a notre régisseur parce qu'il y a trop de fois où leur console elle se fait mettre en chou-fleur par des gens qui connaissent pas. Alors que nous, la régisseuse qui nous suit, c'est une régisseuse pro, hein. Mais ils veulent pas savoir. Ah ouais. Ce qu'on a dit pour booker un théâtre, ils nous ont dit par contre c'est livré avec le régisseur. Si vous voulez, vous mettez quelqu'un à côté pour conseiller et tout, mais ça va pas rendre pareil. Parce que oui, parce que t'as pas la réactivité. C'est pas pareil que de préparer ton truc pour un plateau. Et même un régisseur qui est habitué à l'impro, parce que les endroits où on va jouer sont beaucoup de théâtres qui sont dédiés à l'impro, qu'on a l'habitude d'en faire, il n'est pas forcément habitué à ton spectacle. Ouais. Il n'est pas habitué à ta façon de jouer. Moi, je remarque la différence. Je suis en tant que régisseur certaines troupes. Quand je fais de la régie pour une troupe qui m'a demandé aux dernières minutes et tout ça, je me démerde pas trop mal parce que je connais le matériel par cœur et l'impro, ça va. Mais quand je suis avec des troupes avec lesquelles je suis régulièrement, qu'on a préparé des choses et tout ça, tu as une fluidité parce que j'arrive à anticiper ce qu'ils vont faire. Alors, au même titre que quand tu joues avec des gens avec qui tu as l'habitude où tu sens les choses venir. Tu sens un peu c'est ça. timing. Et donc forcément, tu fais des régies qui sont meilleures. D'où le fait que ça doit être des régisseurs qui s'y connaissent en impro, ils seront jamais aussi bons que le régisseur avec lequel tu as bossé, quoi. Ouais, c'est ouf.
Mais bon, les théâtres, effectivement, sont protecteurs, mais c'est normal aussi. Ils ont du matériel qui coûte plus cher, ils ont des normes plus dures de sécurité et ils font payer leur public. Donc, ils ont un gage de qualité à donner. Voilà. Donc, mais justement, c'est bien que les deux existent, quoi. Chacun a vraiment son rôle et voilà, des endroits comme l'Improvibar, il en manque, c'est donc clair. Donc, voilà, créez-en un. Voilà, si je peux faire passer un message aujourd'hui. Il y a de la place pour un deuxième à Paris et pour plusieurs ailleurs en France. Donc, tout va bien. Et toi, c'est un de tes projets d'agrandir, d'en ouvrir un deuxième? C'est quoi les projets moyen long terme? J'en ai pas. Okay. J'avais un projet d'agrandir avant, par rapport à un immeuble qui est juste à côté. Je me suis dit, pourquoi pas. L'un des défauts d'Improvibar, c'est que sa salle d'accueil est trop petite. C'était l'occasion. Ça crée beaucoup de mixité quand on sort d'un spectacle. C'est ça. Le projet va tomber à l'eau parce que la rénovation de l'immeuble avance pas. Et au rythme où elle est partie, elle sera toujours pas faite dans 15 ans. Donc j'ai abandonné l'idée. Aujourd'hui, moi, à mon niveau, je me sens pas l'énergie et l'envie d'aller créer un deuxième Improvibar ou déménager sur plus grand. Je suis a priori sûr, je fais tourner celui qui existe. Ouais, et puis là, tu arrives à un rythme de croisière, tu dois refuser aussi des programmations de spectacle tellement tu as d'entrants. Alors j'ai refusé, dès la première année, j'ai commencé à refuser les programmations de spectacle. Ouais. Et là maintenant, c'est pire que ça. Ma programmation est finie au mois de mars. Au mois de mars, j'ai clôturé la programmation jusqu'à juillet de l'année suivante. Wow. J'en suis à ce point-là, quoi. Okay. Donc, pas de problème dans le nombre de spectacles? Ah non, la demande de spectacle... chaque année, je refuse des projets ou alors je place des projets qui sont excellents sur des créneaux comme le dimanche à 13h. Ouais. Voilà, il y a des projets qui me font rêver et puis j'ai rien à leur proposer, quoi. Dimanche à 13h, les gens ils arrivent avec leur dessert au spectacle. Je cherche des créneaux partout, j'en ai le vendredi à 23h. Les jours fériés, on en profite, on commence tôt. J'ai même testé le dimanche matin une fois. Pas gros succès niveau public. Ouais. Mais voilà, on en est à rechercher les créneaux partout. C'est possible, la moindre annulation, j'ai une dizaine d'équipes à appeler pour reprendre. Et en général, une annulation de dernière minute, j'ai du mal à remplacer parce que forcément, le temps que la dynamique se mette en place, c'est compliqué. Mais une annulation un mois avant, je sais que je vais trouver quelqu'un pour prendre le créneau. Hein. Je m'inquiète pas. Et attends, du coup, toi, t'es à côté, t'es comédien, tu fais de l'impro, tu gères l'Improvibar donc à 100% de ton temps, et en plus de ça, tu fais. Ouais, un jour, je trouve du temps pour avoir une vie sociale aussi. Ouais. Mais... non, en vrai, avant l'Improvibar, c'était dans le cas d'énormément de gens qui font de l'impro, à savoir, je suis ingénieur en informatique, donc j'ai ce qui me rapporte mes revenus. Et derrière, j'ai une troupe dans laquelle je vais m'entraîner une fois par semaine et puis je joue un spectacle à peu près une fois par mois et demi. Donc ce rythme à peu près tranquille. J'ai ouvert l'Improvibar, j'ai arrêté complètement l'impro. Ah ouais. Complètement. Je faisais 3 ou 4 matchs dans l'année à l'arrache avec des amis que j'appelais... notamment, c'est là qu'est né le fameux match associé contre employé. C'est un match qu'on fait tous les ans où moi et mes associés financiers on affronte les employés, ce qui est complètement déséquilibré parce que les employés ont souvent maximum un an d'impro pour pas dire pas du tout. Que les associés sont pleins. Non, on perd à chaque fois parce que les clients d'Improvibar sont des gauchistes. Et donc systématiquement c'est les employés qui gagnent. Non, parce que c'est aussi un match pour enfants et que on se positionne comme on a l'expérience, mais on l'utilise plus pour mettre en valeur les autres qui essayent de faire un truc que pour les écraser, quoi. Mais voilà, la première année et demie jusqu'au Covid, ça a été quasiment ça. Mais je jouais assez peu. Et en fait, là, donc, il y a eu le Covid. Pendant la reprise, j'ai eu l'occasion de pouvoir me dégager un peu plus de temps. Et là, de bien faire accélérer le côté comédien. Donc, de m'engager dans des projets, des choses comme ça. Maintenant, c'est vrai que ça va être très compliqué de gérer pour moi la totalité. Et en projet artistique, du coup, toi, en ce moment, il y a quoi qui est en essence, je sais pas, Pas mal de trucs. Là, pour le coup, je suis passé un peu dans l'inverse où j'en fais trop. Okay. Le gros projet sur lequel je suis, c'est le spectacle Fantasme, qui est celui qu'on fait tourner dans d'autres villes. Donc, il y a un spectacle qui, globalement, on pose des questions très intimes au public sur ces fantasmes. De manière anonyme.
de manière complètement anonyme. Les questions sont assez directes et très intimes, des trucs du type quel est le fantasme sexuel que vous avez jamais voulu révéler à votre partenaire, ou est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez déjà voulu tuer, pourquoi, Ah oui, d'accord. si vous aviez l'argent comme pas possible, qu'est-ce que vous feriez. Alors, on essaie d'explorer différents types de fantasmes, hein, pas d'aller uniquement vers du sexuel. Voire même l'absence de fantasme, parce que le fait que de ne pas avoir de fantasme vous oppresse, tu vois, des questions comme ça. Et l'idée est de partir de ces questions-là pour faire 3 histoires de 20 minutes, sur des histoires qui sont très axées sur la réflexion personnelle, la pression sociale, ce que ça donne. Bien sûr, on n'échappe pas potentiellement à devoir mettre en scène le fantasme, ça fait partie du truc. Et voilà, c'est un spectacle que je partage justement avec Flavien, vu qu'on n'arrête pas de parler de lui, également Aline Belloc et Stella Pueyo. Et voilà, c'est un spectacle qui est né par hasard, pour mon anniversaire. Okay. Voilà, j'ai eu envie de me faire un spectacle, et puis de fil en aiguille, ça a donné ce spectacle-là avec ces comédiens et ces comédiennes-là. Et on l'a joué pour mon anniversaire, et franchement, ça a bien matché avec l'équipe, le spectacle a bien matché avec le public aussi, et du coup, c'est devenu un peu direct, c'est devenu un spectacle qui avait moyen d'être joué. Je pense que ça a fait écho à beaucoup de choses qui sont importantes à mes yeux et qui sont personnelles dedans, mais du coup, c'est devenu vraiment mon spectacle chouchou, quoi. Ouais, là, tu peux exprimer. Donc, celui que j'ai envie d'emmener, celui que j'ai envie de vendre, celui que... Mais après, j'ai l'autre pendant que je partage aussi beaucoup avec Flavien, qui décidément prend trop de place dans ma vie, qui est le spectacle Dixit Impro. En général, avec Flavien, on aime bien explorer l'adaptation des jeux de société. On aime bien explorer l'adaptation des jeux de société en impro, et l'un de ceux qui a le mieux réussi, c'est Dixit Impro, qui est justement basé sur le jeu de société, où on joue vraiment au jeu de société contre les gens. C'est-à-dire qu'en gros... c'est pas juste tu leur fais piocher une des cartes, c'est plein de cartes sur lesquelles il y a des dessins. C'est quand je dis joue vraiment, c'est dans le sens, c'est quand même un spectacle, donc c'est comme l'impro, mais on essaye de respecter au plus proche des règles du jeu. Donc effectivement, on pioche une carte parmi 5 cartes, ça nous sert de thème, on fait une impro, et derrière... Attends, vous piochez, vous êtes 3-4, et vous piochez tous une carte, ou il y a une seule carte? Non, il y a une carte. Alors il y a différentes versions, mais la principale version, c'est ça, on pioche une seule carte parmi 5, on connaît pas les 4 autres. Cette carte-là, c'est notre thème, donc on fait une impro dessus. Et ensuite, on va tous s'aligner face au public avec les 5 cartes. Et le but, c'est en les présentant avec beaucoup de mauvaise foi, parce qu'on aime beaucoup la mauvaise foi, le but, c'est que le public arrive à retrouver quelle est la carte qui a servi de thème. S'il trouve trop facilement, et c'est là où on respecte assez bien les règles du jeu, c'est s'il trouve trop facilement ou s'il trouve pas, on a perdu, le public à 1 point. Ouais, quand c'est trop obvious, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, comme dans le jeu. S'il hésite, on a 1 point. Et on joue contre le public comme ça pendant 1 heure. Et après, j'ai commencé à à produire pas mal de spectacles. Ce qui a provoqué le fait que j'ai dû produire des spectacles, c'est que j'organise tous les ans l'anniversaire du bar et le marathon d'impro. C'est quoi la date anniversaire de l'Impro du bar? C'est le premier week-end de septembre. C'est là, le premier week-end, c'était en 2018, c'est la vente de la première bière et du premier spectacle? C'est ça. Ok. Ce premier spectacle qui était Cocktail d'impro, spectacle organisé par les Improvisades. Mais donc du coup, pour le marathon et pour l'anniversaire du bar, j'ai une tradition de tester des trucs. Le marathon, on teste en général 1 ou 2 spectacles pour l'occasion, et l'anniversaire du bar, c'est pire que ça, c'est que tous les spectacles on prend des gens de différentes troupes qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, et on les met sur un concept qu'ils n'ont jamais joué. Ok, donc on pousse au max tous les curseurs d'aléatoire, quoi. Donc parfois c'est des concepts qui existent déjà et qu'ils ont envie de jouer mais qu'ils n'ont pas eu l'occasion, et parfois c'est des trucs créés. Et donc du coup je me suis retrouvé à créer énormément de concepts pour ces occasions-là. Et petit à petit, il y a des mécanismes qui fonctionnent bien, qu'on a ressortis, etc. Et c'est vrai que maintenant je dois avoir une 20aine de concepts dans lesquels je tape régulièrement quand j'ai envie de faire un spectacle, que j'ai couvert par une société de production qui s'appelle Cigogne Prog. Cigogne Prog. Ouais, puisque Cigogne étant le symbole du bar, ça c'est venu assez naturellement. Et donc c'est vrai que j'ai une dynamique de production de spectacle qui est en train de se lancer également, quoi. Okay. Mais effectivement, à un moment, il va falloir que je trouve une place pour genre vie sociale, quoi. Ou dormir, ou toutes ces choses vraiment. Parce qu'effectivement, quand on cumule en fait le travail de créer les spectacles, de produire les spectacles, de gérer un bar, et en plus de ça, je vais faire des régies de temps en temps sur certains spectacles, ça commence à faire beaucoup. Tu m'étonnes. Et c'est quoi un de tes meilleurs souvenirs à l'Improvibar, de soirée ou d'événements qui s'est passé, ou d'une surprise qui s'est passée?
Après, on parlera des foirades, mais je commence par les trucs Ouais, positifs. J'ai aussi des clients glauques, ça existe, hein, comme partout. Si, le premier 31 décembre qu'on a fait à l'Improvibar. 31 décembre 2018. 2018, ouais. On n'a pas fait beaucoup des 31 décembre puisque le Covid a sabordé les autres, c'est que maintenant on n'a pas forcément d'intérêt à en faire. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop d'investissement par rapport à quel point les gens viendraient. Mais le premier 31 décembre à l'Improvibar était organisé un peu complètement à l'arrache parce que Parce que ça faisait c'était 3 mois qu'on était ouvert. Ça faisait 3 mois qu'on était ouvert. Et en fait, c'est un de mes salariés qui était aussi un ami a monté un groupe pour l'occasion qui faisait du concert karaoké. Ok. En gros, ils rejouaient des musiques et puis les gens avaient les paroles des chansons et les gens chantaient sur les musiques qu'ils jouaient. Okay. Donc, c'est un karaoké live. Et puis il y avait eu un spectacle avant, je sais plus quel, mais un truc où j'avais invité plein d'amis aussi sur sans doute un match d'impôt, un truc comme ça. Et cette soirée avait commencé vraiment très calme. Il y avait les amis qui jouaient et tout ça, et puis il y avait peut-être 4 personnes qui étaient venues voir pour leur soutien, etc. Puis les autres avaient tous leur 31 à droite et gauche. Et puis au cours de la soirée qui avance, petit à petit, je reçois de plus en plus de trucs. Après on faisait la fête à tel endroit, est-ce qu'on peut venir, est-ce qu'il y a du monde, ça serait cool. Et en fait, on s'est retrouvés à la fin du concert karaoké, le bar était blindé à déborder. Que d'amis d'habitués qui s'étaient vus comme un plan B ou C après avoir été dans leur soirée. On se réunit. Voilà, et on a fait un after jusqu'à 8h du matin. Wow, une petite soirée. Voilà. Donc c'était assez beau. Mais d'un point de vue général, il y a pas mal de petites soirées qui sont comme ça. C'est-à-dire que la soirée classique à l'Improvibar, c'est passer le dernier spectacle. Va savoir pourquoi. C'est qu'à l'issue du dernier spectacle, il y a un groupe qui chauffe, il y a une ambiance qui chauffe, et ça peut se finir en soirée dansante. Il y a jeudi dernier, il y a une soirée karaoké qui s'est montée comme ça à l'arrache. Je les organise pas parce que c'est souvent des flops. Non mais c'est ça, c'est organisé, c'est souvent des flops. Il y a personne qui vient, ou alors il y a 3 personnes de ta soirée karaoké et comme tu t'es engagé à faire, tu l'as fait, mais c'est c'est bon. Pour 3 personnes, c'est ça. Quoi comme musique. Allez, c'est parti. Et du coup, ça n'arrive que spontanément. Mais t'as des gens qui sont arrivés sur ces soirées-là qui font c'est trop cool, c'est souvent soirée comme ça. Non, t'as eu de la chance. Enfin, c'est souvent sous l'impulsion d'un groupe hyper motivé, et puis bon, après, il faut aussi que le bar soit en possibilité de le faire, qu'il y ait les salariés qu'il faut, qu'il y ait l'énergie qu'il faut aussi. Que tu sois là pour le tenir jusqu'à 8h du matin. Que ça consomme. Mais t'as beaucoup de soirées comme ça, et en général, comme c'est complètement spontané, ça part vraiment en vrille. Tu sais pas du tout où tu vas, quoi. Et c'est des très bonnes soirées. C'est quoi le truc le plus what the fuck qui soit arrivé dans le bar ou... Alors, en positif, le truc le plus what the fuck, c'est un truc où les gens étaient partis justement sortir un spectacle sur soirée dansante, donc ça commence en soirée dansante. Et puis au bout d'un moment, je sais pas comment ça arrivait là. La musique est tournée vers de la musique psychédélique. Et ils étaient tous plus ou moins allongés sur le sol, à se faire des mouvements lyriques. On aurait dit que c'était un spectacle en fait corporel, vraiment très avec un côté sensuel, mais pas dans le sens sexuel du terme, juste dans les mouvements très doux, beaucoup de caresses, beaucoup de choses comme ça. Mais c'était un truc complètement what the fuck. Et voilà, qui s'est calmé en douceur. Puis tout le monde a fini par se faire une petite sieste en attendant que je leur demande de quitter le bar. Tu vois, c'était un what the fuck négatif. J'ai un client un soir qui est rentré un peu tard. Bon, il avait pas l'air méchant, mais là, il se prend un verre, et puis aux toilettes, pas de problème. Puis là, tous mes clients sont là, puis je l'ai toujours pas vu revenir des toilettes. Comment ça m'inquiétait quand même, ça faisait bien une demi-heure. Au bout d'un moment, je m'inquiète, donc je frappais aux toilettes, ça répond pas, alors c'est fermé. Mais ça faisait plus d'une demi-heure, je me suis dit, il y a peut-être un problème, j'utilise le tournevis, j'ouvre quoi. Et je tombe sur un gars complètement nu qui était en train de se doucher. De se doucher avec l'eau des toilettes, ça m'a sauvé complètement what the fuck. Il allait piocher, bref, franchement, on veut pas trop savoir. Donc voilà, personne très bizarre qui visiblement avait l'air très con quand j'ai ouvert la porte, évidemment, mais il s'est barré assez vite, que je n'ai jamais revu après, bizarrement. Mais voilà, comme quoi on peut sauver sur tout et n'importe quoi. Ouais, faut que tu ouvres une douche dans l'Improvibar, c'est ce qui manque, c'est un besoin là, qui est né. Non, mais c'est surtout le truc que j'ai pas senti venir, quoi.
Non, moi j'étais plus en train de m'imaginer que si ça y traînait, c'était un mec qui se droguait, qui avait peut-être eu Donc voilà, des fois il se passe des choses complètement what the fuck en fin de soirée. Il y a une fois une fille qui est débarquée complètement bourrée sur une scène ouverte aussi. Elle était tellement chaude qu'elle voulait absolument monter et elle a joué un truc, mais en n'arrivant pas à parler, en n'arrivant pas à marcher. Ce qui était très drôle, c'est que les autres autour se sont pas démontés et ils ont fait une impro propre avec elle au milieu. Le jeu du mauvais improvisateur à l'extrême. Mais c'était bon. Bon, après, une fois que la scène était finie, je l'ai évacué quand même, faut pas déconner, on va pas faire toute la scène ouverte avec ça. Mais... Quand elle vomit pas sur scène, tu dis bon, là, tant qu'il a encore temps. C'était très drôle aussi, quoi. Et du coup, là, en ce moment, toi, l'objectif, c'est un peu de retrouver un équilibre entre la gestion du bar, ta vie artistique, impro, acting, création de spectacles. Et bon, dormir et tout, le reste, tout ce qui est utile. Bah, c'est... Ouais. C'est clairement ma préoccupation de savoir comment agencer ça. Et la réponse passe par comment réduire le temps que nous demande le bar. Ouais. Parce que c'est clairement ça qui est trop pesant par rapport à la dynamique que je veux avoir, quoi. Donc une réflexion que j'ai qui va prendre du temps. Mais effectivement, il y a cette vraie problématique parce que j'ai envie d'avoir plus de temps pour l'aspect comédien. Parce que j'ai vraiment des choses intéressantes qui se sont montées ou qui sont envie de se monter que j'ai pas envie de passer à côté. Et qui implique beaucoup de travail et donc forcément du temps. Et puis il y a un moment, effectivement, depuis 4 ans, j'ai une vie de couple qui est compliquée, j'ai des amis que je ne vois plus, j'ai des choses comme ça, et il y a un moment où j'aimerais bien retrouver du temps pour moi, quoi. Donc, qu'est-ce que ça va donner, on verra bien. Après voilà, c'est des problèmes de riches entre guillemets, alors pas en termes d'argent, parce qu'à ce niveau-là c'est pas forcément le cas, mais de riches en vie, quoi. C'est ça, c'est que tout ce que je fais me plaît. C'est une question de choisir dans ce qui me plaît, qu'est-ce qui a le plus d'importance que d'autres pour réussir à mieux doser ma vie, quoi. Et t'aurais un petit teasing sur un nouveau concept ou un nouveau truc que t'as envie de monter ou qui est dans les cartons là? Et si, il y a un projet, je peux peut-être teaser, même s'il a déjà été joué. Il y a une adaptation du jeu Mysterium. Globalement, dans les grandes lignes, il y a un joueur qui joue un fantôme qui doit essayer de faire deviner, un peu à la Cluedo, des meurtres qui ont eu lieu. Donc, qui a tué, avec quelle arme, dans quel lieu. Et en fait, donc, les autres joueurs sont des médiums et le fantôme communique à ces médiums par image interposée pour qu'ils essaient de trouver. Donc, c'est une sorte de mélange entre un Cluedo et un Dixit. Des bribes d'informations. Il leur envoie des images. Okay. Et à partir des images, le joueur essaie de se dire dans cette image-là, on voit, je sais pas moi, on voit un oiseau en train de s'envoler, ça me fait penser ça doit être sans doute le filet, l'arme, parce que c'est un filet pour attraper les oiseaux. Okay. Un peu ce genre de réflexion. Et donc on a adapté ça en spectacle d'impro sous la forme d'un long forme où en gros je joue un baron qui a été assassiné récemment. Et je rentre dans le royaume des morts, donc je suis avec les publics et les fantômes qui sont avec moi. Et l'idée, c'est qu'il y a les gens qui habitent toujours dans le manoir, c'en est un d'entre eux qui m'a tué. Et à l'aide de ces... avec le public, je m'arrange pour savoir qui m'a tué, comment je vais me venger de lui, quelle est la personne qui va me permettre de me venger de lui, avec quelle arme, dans quel lieu. Et donc les comédiens commencent à jouer... comme une sorte de huis clos en longue forme, donc ils sont dans le manoir et ils vivent entre eux. Et donc je leur envoie régulièrement des images, comme dans le jeu Mysterium, et ils font comme s'ils avaient reçu des visions. Et avec ces images, ils essayent de deviner qui est le meurtrier, qui doit se venger, quelle est l'arme. En fait, ils jouent au jeu, mais tout en continuant à faire leur impro en huis clos, quoi. Ouais. Et donc c'est un spectacle qu'on a joué à l'anniversaire, qui s'est très bien passé, qui était assez cool. Et donc les gens ont redemandé, et donc il va être joué avec un invité spécial, à savoir Mark Jane. Donc ça va être cool de l'intégrer dans ce spectacle-là. Je pense qu'il va bien se marrer, lui qui aime bien les jeux de société aussi. Voilà, là je pense que il va bien se marrer. Aussi bien parce que les gens qui sont dans ce projet-là sont des gens qui sont très dans à la fois le mélange subtil entre sérieux et déconne. Il y a l'ambiance jeu de société. Je pense à un seul jeu de société. Je sais qu'il le connaît. Je pense que c'est le genre de jeu de société qui lui plaît. Donc, ouais. Et après, là, pour cette année 2022-2023, est-ce que il y a des objectifs, à part... là, c'est de trouver un rythme de croisière pour l'improvibar, un équilibre dans ta vie. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, tu te dis, il y a un petit jalon ou des petits drapeaux dans l'année? Si, il y a un truc que j'aimerais faire. J'ai monté un spectacle cette année. Il s'appelle Introverti.
Encore une fois, c'est venu de façon improbable. Hein. Il fallait que je remplace en dernière minute un créneau de quelqu'un qui pouvait pas assurer son créneau. Et c'est arrivé en même temps que j'avais une discussion avec un ami sur le fait d'être introverti et de ce que ça véhicule. Donc on a monté un spectacle comme ça. Enfin, c'était une amie d'ailleurs, c'était Adeline Belloc. Donc on a monté un spectacle comme ça et qui, de fil en aiguille, est devenu un spectacle qui fait beaucoup penser au film Vice Versa de Pixar. Oh, C'est-à-dire qu'on a 2 personnes sur scène et on a 4 comédiens dans le public qui représentent les 4 émotions, la colère, la joie, la peur, la tristesse. Et le public à tout moment peut tapoter sur l'épaule des comédiens qui sont dans le public et le comédien doit se lever et il exprime la peur ou la colère des personnages qui sont sur scène. Et du coup, attends, le public, il est massé autour des 4 Autour des 4 comédiens qui sont au centre du public, en fait, ils sont cachés dans le public. Et l'idée, c'est voilà, sur scène se passe une scène d'impro assez classique, standard, avec des personnages qui expriment peu, qui sont introvertis justement. Dans une situation, ils sont obligés de communiquer. Par exemple, je sais pas, moi, un entretien d'embauche. Ouais. Donc, dans un entretien d'embauche, t'as beau avoir du mal à exprimer ce que tu ressens, t'es quand même bien obligé de présenter tes compétences, ce genre de choses. Et du coup, tu vas avoir, le comédien va commencer à dire voici mes compétences, et d'un seul coup, parce que colère aura été tapée sur l'épaule, elle va faire non, mais j'en ai marre, je suis vraiment qu'un nul, à chaque fois, je sais pas me présenter correctement. Enfin, voilà. Et l'idée, tout ce qui se passe dans sa tête. Tout ce qui passe dans sa tête au niveau de la colère, voilà. Et donc, le public s'amuse à déclencher les émotions en fonction de ce qu'il arrange. Et au bout d'un moment, s'il en déclenche trop, elles peuvent aussi être déclenchées en même temps, donc communiquer entre elles. Genre la colère qui fait à la tristesse, non, mais t'arrêtes de pleurer pour un rien. Tu as des choses comme ça. Et ce spectacle fonctionne très bien, une très bonne dynamique. La première fois que j'ai joué avec un groupe qui rassemblait pas mal de gens de chez Smoking Sofa et puis Roxane Michelet également. Et l'un des projets que j'aurais, qui me titille là, quand j'aurai un peu de temps à y consacrer, c'est d'emmener ce projet-là dans un théâtre. Soit dans un théâtre, soit dans une structure scolaire. Parce que je me dis que ça peut être aussi intéressant à explorer dans le cadre d'un... Tellement pour les enfants. D'un sujet pour les enfants, ouais. Génial. D'exprimer ses émotions, c'est vraiment une thématique sans fin, quoi. Voilà, sauf que le problème, c'est que l'un comme l'autre, ça veut dire encore trouver un peu de temps. Il y en a tellement. Mais en tout cas, ouais, ça c'est un peu le projet qui me titille là, en ce moment, de voir comment je peux emmener ce spectacle-là un peu plus loin que juste être joué à l'improvibar de temps en temps. En plus, comme il a été inventé tardivement, il se retrouve sur des créneaux pas forcément évidents. À 9h du matin. Ouais, bon, samedi 16h30, c'est son créneau spécialité. Mais c'est bien, c'est l'heure du goûter. Enfin, ouais, c'est bien pour les enfants. Après, il y aurait une version bientôt, un vendredi soir à 23h, ce sera pas pour les enfants. Mais ça peut être intéressant à explorer aussi, d'aller sur des trucs plus violents. C'est encore un bébé qui est né au hasard. On discutait et puis d'un seul coup, il est sorti et qui me plaît beaucoup. Et petite fierté, il a déjà été repris par une troupe une fois. Ah, quand on est copié, c'est vraiment le signe d'un truc qui a vraiment du potentiel. Quand on est copié avec respect, par contre, ça a été fait, ils ont fait ça très bien. Ok. Est-ce que tu peux faire comme il y en a qui font des ciné-goûtés, on peut faire un impro-goûté Ah oui, complètement. Non, mais des enfants à l'impro-bar, en samedi, dimanche après-midi, il y en a régulièrement. Alors c'est rarement en public que d'enfants. On a testé des spectacles que d'enfants, sous l'impulsion principalement de la compagnie des artistes très sauvages. C'est une assoce dont fait partie Stella Pueyo, notamment, qui a tenté de mettre en place un spectacle enfant, qui est un spectacle enfant qui continue à faire ailleurs maintenant. Ça s'appelle Il était 2 fois, qui est un mélange de 2 contes, tout simplement. Ils prennent 2 contes, ils mélangent et ils regardent ce que ça donne. Mais ça n'a pas très bien marché à l'improvibar. Je pense que c'est une histoire de créneau. Il y a aussi d'ambiance, c'est-à-dire que dire à des gens on va faire un spectacle pour enfants mais c'est dans un bar. Ouais, au niveau des parents, il y a peut-être une petite appréhension. Ouais, je pense qu'il y a... Puis même nous, c'est pas forcément très pratique en termes de dynamique, parce que forcément la conso obligatoire on oublie, donc on fait payer ce qui n'est pas tout à fait de l'ambiance du lieu. Enfin, il y a plusieurs choses, c'est compliqué les spectacles enfants. Mais on a testé. Eh ben, écoute Romuald, moi j'ai une dernière question. Ouais. Alors on imagine tu vas vivre très très vieux, là t'as 88 ans et t'es au coin du feu. Oula. Et je commence ma phrase par quand j'étais jeune, c'est ça. Et imagine t'as, je sais pas, tes petits-enfants ou si t'as pas d'enfants, les petits-enfants de tes potes qui sont là. Qu'est-ce que t'aimerais leur raconter avec fierté de tes histoires de l'improvibar et de des scènes que t'as pu faire?
Waouh. Imagine, vous savez, moi, il y a 50 ans, il s'est passé ça à l'improvibar. Qu'est-ce que ce serait? C'est dur comme question. Non, mais je suis fier de pas mal de choses que j'ai fait, mais j'ai du mal à ressortir un truc comme étant un truc dont je reparlerai 50 ans après. Okay. Enfin, un truc isolé, vraiment un environnement isolé, si tu veux. Moi, j'ai un peu de ce côté où... mais pour moi, c'est inhérent à la nature de l'impro, il y a ce côté éphémère. Donc, je suis hyper fier d'avoir réussi à faire un truc, mais de là à 15 ans après, continuer à dire « Ah, j'ai réussi à faire ça ». Ouais, c'est quelque chose de renouveler à chaque fois, de refaire des nouvelles programmations. Ouais, c'est retester un truc, c'est aller... Enfin, moi, ce qui me rend fier, c'est souvent d'être mis en danger. Donc, si j'ai réussi, bon, t'as la fierté d'avoir réussi de s'être mis en danger, mais si je le refais, bah, en fait, je me mets plus en danger, donc l'intérêt est limité. Et donc, je vais essayer de retrouver un autre truc sur lequel je vais pouvoir me mettre en danger et réussir à le faire, et je vais être fier, tu vois. Donc, Enfin, ça serait très probablement l'existence même d'un improvibar, le fait que ça réussit à devenir un truc aussi central aussi vite, ce qui m'a même dépassé moi en fait. Ouais. Je m'attendais pas à ce que ça explose aussi vite, donc ça peut-être c'est quelque chose qui me restera quand même un moment quoi. En mode waouh. Mais pour le coup j'ai même pas compris comment, et c'est pas que grâce à moi, hein, c'est... je vais pas m'enlever du mérite non plus, hein, le boulot que j'ai fait et puis le travail que j'ai fait sur l'accueil, ce genre de choses, effectivement j'ai beaucoup de mérite, mais je pense qu'il y a vraiment un côté où dans le monde de l'impro, il y a beaucoup de gens qui en avaient besoin, qui ont beaucoup soutenu ce projet, qui ont beaucoup aidé à ce que ça se pousse. C'est un peu une sorte d'effet domino, quoi, dans le bon sens. C'est plein de petites personnes qui ont poussé des petits dominos qui se sont accélérés à un tel point qu'aujourd'hui, l'improvibar, effectivement, c'est presque un lieu de rendez-vous tellement incontournable qu'il y a des gens qui se demandent comment ça se fait qu'il n'y a que 4 ans, quoi. Et donc, ouais, je pense qu'il y aura peut-être ce côté-là où un petit peu de fierté sur... Moi, je montais un truc 4 ans après, c'était au centre de l'impro. Mais ça serait peut-être ça qui me reste. Peut-être créer quelque chose de durable et de central dans le milieu. C'est ça, et puis d'avoir osé d'y aller, parce que je sais toujours pas comment j'ai fait pour oser y aller. C'est comme je te disais au début, j'y connaissais rien, j'avais pas de réseau, j'avais juste envie, quoi. Et pour tout dire, j'espère qu'elle écoutera pas ce podcast, ma femme était contre. C'est génial. Si tu veux une petite anecdote qui est rigolote, quand j'ai voulu monter à Improvibar, on a eu effectivement énormément de débats, et notamment il y a eu un soir où on s'est retrouvés dans un bar et où elle m'a sorti un papier complet avec un workflow. C'est-à-dire qu'il y avait si jamais au bout d'1 an tu gagnes que tant, qu'est-ce que tu fais, si jamais au bout, et il y avait vraiment, j'avais toutes les étapes où si j'arrivais pas à atteindre tel objectif, j'étais dans la merde, quoi. J'avais intérêt d'abandonner sinon elle me le faisait baver, enfin alors je fais quand même la partie rapide. Elle a été un énorme soutien dans le projet, hein. Malgré qu'elle était contre. Il faut quand même se dire qu'elle a soutenu financièrement et en termes d'énergie, sans compter le fait d'accepter que de pas me voir, qui est un travail énorme, un projet qui touche quelque chose qu'elle n'aime pas. Oui, d'accord. Voilà, c'est pas son style de bar, l'impro c'est pas son style de truc, et en plus elle aime pas mettre en danger la sécurité financière du couple. Ouais. Autant dire que... tu partais pas avec... voilà, et pourtant elle a donné un soutien énorme, donc clairement je donne cette anecdote parce qu'elle est rigolote, mais je lui dois, enfin l'improvibar lui doit beaucoup. C'est un peu la mécène de l'ombre la plus grande de l'improvibar. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Tess. Merci Tess d'avoir contribué à faire émerger ce lieu magique. Mais donc c'est très rigolo parce que je pars j'y connais rien, j'ai pas de réseau, j'ai certains soutiens mais qui est mitigé parce que c'est un peu ce côté de c'est n'importe quoi ce que tu fais mais je te soutiens, et j'y suis allé quand même, et je t'avoue que je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour avoir ce culot là, et je suis pas sûr que je l'aurai encore aujourd'hui, quoi. Quand on regarde ce que c'est devenu, effectivement à côté je fais waouh. Trop chouette. Donc comme quoi, mais c'est un peu comme beaucoup de spectacles d'impro, mais à l'échelle de la vie, tu le sens pas, t'es malade, t'es fatigué, t'as pas envie d'y aller, et tu sais pas pourquoi ce soir-là, il y a un truc qui marche bien, et tout se déroule tout seul, et t'as fait le meilleur spectacle de ta vie. Bah c'est un peu ça, quoi. L'improvibar, c'est un peu ça. Trop bien. Bah écoute, génial. Bah merci beaucoup Romuald. Et du coup, c'était le canapé des coulisses.
Voilà. Merci beaucoup d'être passé. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et on se retrouve tout bientôt.